Bonjour à toutes et tous, c'est Elsker, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de Parlons Constitution. Aujourd'hui on termine de parler de la souveraineté en se posant la question qui pour donner vie à la volonté du souverain. Alors le souverain peut-il exercer directement sa souveraineté? Eh bien dans les cas plutôt des souverainetés héréditaires et populaires, c'est pas que ce sont des souverainetés qui sont héréditaires et populaires dans le sens qu'elles sont les deux, mais dans toutes les souverainetés héréditaires et les souverainetés populaires, dans le cadre de la souveraineté populaire, l'exercice direct est possible. Puisque dans le cadre de la souveraineté populaire, par exemple, c'est le peuple qui va directement exercer sa souveraineté, puisqu'il est souverain. En élisant, en déléguant s'il le souhaite, ou par exemple à des représentants du peuple, ou en émettant une voix directement, par exemple lors d'un référendum, où là il va décider. Pareil, dans les cas des souverainetés héréditaires, si c'est une famille par exemple avec un roi héréditaire, ou plutôt un despote héréditaire disons, ou une caste souveraine héréditaire, ils exercent directement, ou ils délèguent, ils choisissent de déléguer. Ils exercent leur souveraineté. Mais dans le cas des souverainetés divines et nationales, donc la même chose, souveraineté divine et souveraineté nationale, qui peut exercer la souveraineté? Puisque ce sont des entités morales, disons, en tout cas abstraites, et qui ne peuvent pas, qui n'interviennent pas directement, notamment pour le cadre de Dieu, mais pour la nation c'est pareil, la nation ne peut pas intervenir directement, c'est une entité abstraite. Comment alors elle exerce sa souveraineté? Et du coup, prenons le cas de la nation par exemple, si la nation ne peut pas exercer sa souveraineté, est-elle réellement souverain? Alors comme on l'a dit à la fin de l'épisode précédent, on peut considérer que ça n'a pas grande importance à ce que le souverain existe réellement, etc. Puisqu'en fait, cette idée de souveraineté, c'est surtout un cadre, une orientation politique générale, une façon de penser l'État. Dans le cadre, par exemple, de la souveraineté populaire, c'est le peuple qui est souverain, donc tout part du peuple. Dans le cadre de la souveraineté nationale, tout part de la nation qui est plus que le peuple, je le rappelle, et qui veut du coup la recherche de l'intérêt général, qui est plus que la somme des intérêts individuels ou les intérêts du peuple actuel. Et pour la souveraineté divine, c'est Dieu, du coup, qui dirige, et ça c'est autre chose, ou les dieux, ou les lois naturelles, si on peut imaginer des dieux qui en fait représenteraient la nature. Bref, ça ce serait pour des états qui, avec de la souveraineté divine, ce qui serait complètement autre chose. Notamment, on n'a pas tant d'exemples que ça, La souveraineté divine, on l'a avec l'ancien régime français par exemple, avec les royautés, où le roi était ministre de Dieu sur terre. Mais du coup, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est la nation? Qui est souverain réellement? Donc comme je l'ai dit, ça n'a pas d'importance, mais si quelqu'un prend la place du souverain, ça pourra avoir de l'importance, et ça on y reviendra plusieurs fois. Notamment, je vais en reparler juste ici, juste après. Représenter du coup la volonté de la nation. Parce que nous on a choisi les cadres, moi j'ai choisi la souveraineté nationale, pour plusieurs raisons que j'ai déjà un petit peu évoquées, mais qui en réalité vont s'affiner petit à petit au fil des épisodes, puisque une vision politique dans le domaine constitutionnel, c'est un tout. Tout va ensemble. C'est une logique, un raisonnement complet, avec plein de choses qui vont ensemble et forment, un fil rouge. Une vision, justement. Une vision. Donc c'est compliqué de compartimenter tout ça, mais ça, vous en doutez bien. Pour représenter du coup la volonté nationale, qu'est-ce qu'on a? On a une constitution. Constitution qui est donc l'expression directe de la souveraineté nationale. Ça, c'est la théorie. Et du coup, cette constitution, elle désigne différents représentants de la nation, qui sont alors délégataires de la souveraineté nationale. C'est eux qui l'exercent par délégation. La nation délègue à des personnes, à des groupes même plutôt, à des entités aussi, qui sont des ensembles de personnes, comme par exemple un parlement, sa souveraineté. Donc, j'ai fait un petit organigramme pour mieux comprendre. Là, le souverain, c'est la nation. En dessous, on a l'expression directe de la souveraineté avec un pouvoir constituant, mais quel doit être ce pouvoir constituant? Comment est-il fait?
Est-il du coup réellement souverain? Comment peut-il être limité? Ce sera des questions qui pourront être intéressantes. Parce que du coup, le pouvoir constituant, c'est lui qui va diriger réellement. Est-ce que ce serait pas lui le souverain? Et ça, c'est la question. Est-ce que ce serait pas lui? Est-ce que ce serait pas non plus les représentants de la nation, les délégataires de la souveraineté, qui, du fait de la Constitution, que ce soit le peuple, le Parlement, le roi, le gouvernement, le juge, ou quoi que ce soit, ces personnes-là, est-ce que ce ne sont pas eux les souverains? Ça, c'est la question complexe de la souveraineté, qui va être une question un peu générale, transversale, notamment en droit constitutionnel, mais du coup, quand on parle de constitution, en général. Du coup, souverain en haut, la nation, en dessous, l'expression directe de la souveraineté, donc un pouvoir constituant, qui va du coup créer la constitution ou la réviser, et en dessous, on a des représentants de la nation, que ce soit le peuple, est-ce que le peuple est délégataire de la souveraineté, est-ce qu'il a quelque chose à voir, est-ce qu'il a une fonction, puisque dans le cadre de la souveraineté nationale, c'est plus une fonction, il n'est pas souverain. Le Parlement, comment est-il fait? Une chambre, 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, 18 chambres. Bon, ça ça m'étonnerait que ça fonctionne. Le roi, le gouvernement, est-ce qu'on sépare? Est-ce qu'il y aurait qu'un roi, par exemple? Est-ce qu'il y aurait un roi, un parlement? Il y a des juges, comment sont élus les juges, comment sont nommés ou élus les juges, etc. Bon. Pour comprendre tout ça, on va étudier un cas. Rapidement, on va juste donner un exemple, en fait, la Constitution de 1791, donc du 3 septembre 1791, titre 3. Au titre 3, à l'article 2, il est dit que la nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, souveraineté nationale, là c'est clair, ne peut les exercer que par délégation. En effet, c'est une entité abstraite, elle ne peut pas, une entité morale abstraite, elle ne peut pas agir directement. Du coup, la Constitution française est représentative. Les représentants de la nation sont le corps législatif et le roi. Donc ensuite, ça précise, bien sûr ça précise dans toute la Constitution, mais ça précise directement après, le pouvoir législatif est délégué à une assemblée nationale, composée de représentants temporaires librement élus par le peuple pour être exercés par elle avec la sanction du roi de la manière qui sera déterminée ci-après. Donc un pouvoir législatif aux mains de l'Assemblée nationale, composé de représentants temporaires. Bon, librement élus par le peuple, etc. Ça on le reverra quand on parlera notamment des comment faire un pouvoir législatif, comment doit être le Parlement, quoi. On parlera vraiment du pouvoir législatif. Article 4, le gouvernement est monarchique, donc le pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et autres agents responsables de la manière qui sera déterminée ci-après. À chaque fois c'est ci-après, mais c'est normal parce que, pour détailler, il faut de la place, et donc c'est dans d'autres parties, puisque là ça parle de la souveraineté. De façon générale, c'est le titre de 3, je sais plus si c'est le titre, c'est de la souveraineté nationale, ou la souveraineté nationale, ou quelque chose comme ça. Il faudrait vérifier. Article 5, ensuite le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple. Donc les juges étaient à l'époque élus par le peuple, et ce qui est précisé également plus loin dans cette constitution. Et donc on voit bien que ce sont eux, donc corps législatif, donc les représentants temporaires dans l'Assemblée nationale, le gouvernement est monarchique avec le roi à sa tête, et les juges. C'est eux qui sont délégataires de la souveraineté, c'est eux qui exercent la souveraineté par délégation, puisque la nation leur a délégué ces pouvoirs-là. D'accord? Alors, ces représentants sont-ils légitimes? Donc, pour rappel de la définition de légitimité qu'on a donnée à l'épisode 4, je vous le marque là, vous mettez sur pause si vous voulez lire, on va passer à la suite, c'est déjà vu, il faut pas redéfinir à chaque fois tous les mots, sinon on n'avance pas. Eh bien, en fait, leur légitimité est légale rationnelle. Je vous renvoie à une définition plus complète, à faire des recherches sur Max Weber, puisque c'est de là que vient cette distinction entre domination, et ici légitimité légale rationnelle, légitimité charismatique et légitimité traditionnelle. Mais je vous renvoie à des cours de sciences politiques pour ceux qui en ont fait, ou de droit également, je crois que on doit le voir en droit, en philo peut-être. Non, peut-être pas en philo, en sociaux peut-être qu'on le voit également. Vous pouvez faire des recherches rapidement sur internet pour bien voir. Je vous renvoie, j'ai pas la source exacte, c'est juste que j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée, le mot, etc. Ça évoque plein de choses. C'est pas mal. C'est bien fait. Il a bien fait le travail. Donc, je vous renvoie à Max Weber pour plus de détails. Et du coup, légitimité légale rationnelle, du coup, donc il y a une croyance en la valeur du droit et en la rationalité des règlements et procédures. Donc, la légitimité est fondée sur le fait que les administrés, les gouvernés, pensent que le droit, la loi, les différents règlements, les différentes procédures, etc. sont rationnels.
elles sont légales et rationnelles, fondées sur la raison. Bon, il y a aussi une part de légitimité traditionnelle, mais ça, je y viens juste après. Et du coup, c'est aussi, j'ai marqué croyance, parce que c'est évidemment pas croyance en cette rationalité, qui n'est pas forcément réelle, fondée, quoi. C'est pas vraiment fondé sur la raison, pas toujours en tout cas. Même si c'est fondé sur la raison, c'est pas toujours la meilleure chose non plus, Attention, ça c'est plus de la philosophie, sur l'idée de vérité, l'idée de raison, etc. Donc on va pas développer. Surtout qu'on pourrait y passer des heures. Donc du coup, dans le cas constitutionnel, si on l'applique, la Constitution étant au sommet de la hiérarchie des normes, qu'on reverra, ne vous inquiétez pas, je vais pas développer non plus sur ce point ici, mais donc c'est vraiment le texte essentiel, quoi. Et donc il y a une croyance en la rationalité de la Constitution. Et c'est vraiment très très important, Pas croire à la rationalité d'une loi, ça passe encore. Si tu crois, je peux dire tu, mais peu importe, si la personne croit toujours en la rationalité de la Constitution. Du coup, il y a un problème lorsqu'on fait une révision constitutionnelle. Et encore plus lorsqu'on veut écrire une nouvelle constitution. Ce qui serait par exemple le cas si on voulait appliquer la constitution qui va sortir de cette série. Donc il faut créer une croyance alors en la rationalité de ces changements. Voilà, j'ai peut-être un peu bégayé un peu sur ma phrase, mais donc je reprends l'idée. À chaque fois qu'on veut réviser la Constitution, qu'on veut faire une nouvelle Constitution, il faut alors recréer une croyance en la rationalité de ces changements, de cette Constitution, de ces modifications constitutionnelles. Ce qui pose la question du consentement. Parce qu'évidemment, cette croyance en la rationalité n'est pas forcément fondée en raison. Toute personne, tout administré ne va pas réfléchir à la question constitutionnelle. Tout gouverné ne va pas réfléchir à la question constitutionnelle et ne va pas avoir toutes les clés de la raison, ni toutes les clés pour comprendre. Peut-être pas pour comprendre, il pourrait, mais pour y adhérer en tout cas. Et la Constitution n'est pas non plus forcément fondée sur la raison, et en tout cas la raison du moment n'est pas forcément la vérité, ça c'est autre chose, comme j'ai dit juste avant. Du coup ça pose fortement la question du consentement, qui est en partie résolu sur le long terme par la possibilité d'union avec une certaine légitimité traditionnelle, du fait que cette constitution est appliquée depuis longtemps, on a confiance du coup, et ça donne une certaine légitimité à cette constitution, ça peut arriver, du coup ça peut renforcer le système politique en place, mais ça peut aussi du coup le rigidifier, empêcher qu'il se réforme, qu'il change, puisque s'il y a une légitimité traditionnelle, tout changement serait mal vu. La tradition, c'est aussi un moyen de souder, mais également ça empêche de changer par l'adhésion à cette tradition. Et également, autre point que je voulais aborder ici rapidement, s'il y a une contradiction dans la croyance. Quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui cloche. On croit à deux choses qui sont contradictoires ou qui vont pas tout à fait ensemble. Il va y avoir du coup une remise en cause de la Constitution au bout d'un moment. Il va y avoir une volonté d'évolution de la Constitution, ou de même complètement de faire tomber les institutions. On peut se demander si c'est le cas avec la 5e République française et l'idée démocratique. Parce que la 5e République française est dite démocratique. Ce qui fait que, vu que maintenant, notamment avec Internet, et on aurait la possibilité du coup de faire beaucoup plus intervenir le peuple, des référendums, RIC, etc., du coup, ça monte en puissance, cette volonté du coup du peuple de prendre part à l'expression de la souveraineté, justement, à l'exercice de la souveraineté même, puisque la souveraineté nationale appartient au peuple, sous la 5e République française. Est-ce que du coup, c'est pas justement cette contradiction entre démocratie et système représentatif qui, finalement, cause cette remise en cause justement de la Constitution? C'est une vraie question. C'est fort probable que ça crée, ce soit ça qui faille faiblir un peu la Constitution et qui la rende, et qu'il y a autant de monde, de plus en plus de monde qui veuille la changer et augmenter son caractère démocratique. C'est possible. Parce que toute contradiction est forcément mauvaise, car le cerveau aime pas les contradictions, les paradoxes, il essaie de les éviter déjà d'une.
Et une contradiction, ça ne tient pas sur le long terme. Tout doit être partir d'une logique. Parce qu'on peut pas en même temps dire que c'est le peuple qui est souverain, parce que c'est aussi ce que la plupart des gens pensent, que le peuple, en France, la souveraineté est populaire, que c'est le peuple qui est souverain. Alors qu'en fait, non, c'est la nation. Mais ça, j'en ai un petit peu parlé. Certains disent aussi que c'est les deux. Et ça, j'ai donné mon point de vue sur cette idée à l'épisode 4, du coup. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Ah bah, c'est la conclusion. Du coup, voilà. Certains croient que la souveraineté est populaire, alors que non. Et du coup, ça pose des gros problèmes, et une volonté que cette souveraineté soit réellement populaire. Rick, tout ça, je viens de le dire. Vous avez compris l'idée, on passe à la conclusion avant que cet épisode s'éternise. Alors tout simplement, je vais répéter ce que j'ai dit. Pour résumer, dans les cas des souverainetés héréditaires et populaires, le souverain exerce directement la souveraineté ou la délègue selon sa volonté, parce qu'évidemment il ne peut pas tout faire. Notamment si c'est un très très grand état, il ne peut pas prendre toutes les décisions tout seul. Il peut déléguer, par exemple pour le roi à l'époque, à des ministres une partie, même s'il peut toujours donner sa sanction à la fin sur les décisions prises. Dans les cas des souverainetés divines et nationales, le souverain ne peut exercer directement sa souveraineté et il délègue forcément, puisque c'est une entité abstraite, en tout cas, qui ne peut pas du coup exercer directement sa souveraineté, qui ne peut pas s'exprimer, ou qui ne le fait pas, dans le cadre de Dieu, si on croit en Dieu. Et il ne le fait pas, en tout cas. Il n'exerce pas directement la souveraineté. Du coup, dans le cadre de la souveraineté nationale, qui nous intéresse le plus, la Constitution est représentative de la volonté de la nation. Ça on l'a dit, et prévoit, entre autres, les procédures de désignation des représentants de la nation, donc délégataires de la souveraineté nationale, ainsi que leurs compétences, et les règlements d'organisation et de fonctionnement de l'État. Notamment les différentes limitations, les compétences, les procédures. Donc les délégataires de la souveraineté ont une légitimité légale rationnelle fondée sur le droit et la supposée rationalité des règles, des normes juridiques, des règles de droit, et des procédures, etc., vous voyez l'idée, on en a déjà parlé. Mais du coup, même si on a commencé une critique de la souveraineté dans les autres épisodes, on reste sur cette idée que la souveraineté est un cadre général, et ça fera sens avec beaucoup plus d'autres épisodes, le choix de cette souveraineté nationale, en tout cas mon choix de la souveraineté nationale en tant que souveraineté, en tant que toute nation en tant que souverain. Mais du coup, se pose la question du contrôle des délégataires de la souveraineté. La nation, comment est-ce qu'elle contrôle ces délégataires? Comment est-ce qu'elle contrôle les représentants de la nation? Bon, elle peut pas le faire directement, c'est une entité abstraite. Mais du coup, comment sont-ils contrôlés? Comment ça se fait qu'ils ne sont pas en réalité les souverains? Ce sont plus les règles qui sont souveraines, et qui sont expression directe de la volonté générale, de la volonté de la nation, et non pas les personnes. Comment faire? Comment les contrôler, du coup? Comment éviter que le délégataire ou les délégataires commencent à agir en tant que souverain et non plus en tant que délégué de la souveraineté, en tant que représentant de la nation. C'est ce qui va nous préoccuper dans pour parler déjà de façon générale dans tous les épisodes, enfin dans une grande partie des épisodes, mais on va s'y attarder plus spécifiquement la prochaine fois lorsqu'on va commencer à parler de séparation des pouvoirs. Merci à tous d'avoir regardé, d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des critiques à me faire, ou ce genre de choses, n'hésitez pas. Si j'ai pas été clair à un endroit, parce que j'ai peut-être un peu bafouillé, je sais pas, n'hésitez pas à poser des questions, à discuter également de ceci, à émettre des critiques également sur les idées mêmes, et à en débattre, de façon respectueuse bien sûr, dans les commentaires. Merci encore à tous, c'était Elsker, et à la prochaine.